Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. On se lèvera pour les questions, mais là on reste assis pour le départ. Donc on va faire ça à deux voix, on est pour la parité, et donc je vais laisser ma collègue se présenter en premier. Oui, bonjour. Donc Cécile Rocheron, chargée de mission ONT à la DNE. J'ai sur cette mission plusieurs casquettes. Pour les résumer, je pense que ENT échange de données est ce qui correspond le plus, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie alimentation, authentification, envoi de données. Et donc dans ce cadre-là, je m'occupe également, je fais partie de l'équipe gare du ministère. Et donc pour certains d'entre vous, on a beaucoup travaillé dans le cadre de mon bureau numérique à l'accrochage et au beau fonctionnement du gare cette année. Donc j'espère qu'on est arrivé maintenant à un fonctionnement qui vous permet de bien travailler sur les ressources et d'avoir cette vue des ressources simplificatrices qu'on recherche quand même depuis plusieurs années et qui est fortement demandée par les utilisateurs. Donc Christian Merckx, donc je suis chef de projet ENT Services Numériques et je m'occupe aussi des équipements mobiles. Vous avez peut-être entendu parler du cadre de référence CARMO, cadre de référence pour l'accès aux ressources en contexte de mobilité. Et puis je travaille aussi sur le BIOD, il y a un guide BIOD qui existe, donc sur le site EduScol. Alors d'abord 2 ou 3 mots d'introduction sur les ENT. On a une question qui nous est souvent posée, c'est un ENT ou c'est pas un ENT? Donc pour commencer très punchy, pour savoir si c'est un ENT ou pas, on regarde d'abord s'il répond à la définition qui est écrite des ENT. Ensuite on regarde s'il répond à l'architecture de référence des ENT. Ensuite on regarde s'il a l'alimentation d'un ENT. Et en dernier, on regarde s'il répond aux exigences des ENT. Et là, on peut savoir, par exemple, si j'ai un outil prof-élève, ce ne peut pas être un ENT, car un ENT, c'est destiné à toute la communauté éducative. Alors, les ENT sont encadrés par un schéma directeur, dont il y en a dans plusieurs pays, des ENT, il n'y en a pas qu'en France, mais la France a une originalité, c'est celle d'émettre un schéma directeur qui est proposé aux collectivités. C'est l'originalité française. Donc, si vous regardez juste la définition, 2-3 mots pour faire très court, c'est un ensemble intégré de services numériques, c'est-à-dire que ce n'est pas une concaténation de services, c'est des services qui échangent des données entre eux. Tous les acteurs de la communauté éducative, donc pas seulement profs, parents et élèves, donc ça va très loin, ça va jusqu'aux collectivités bien évidemment. Un cadre de confiance, on n'a pas attendu l'école de la confiance ni les derniers problèmes, le cadre de confiance des ENT est depuis longtemps dans le schéma directeur. Et puis aussi la notion de lieu d'échange et de collaboration, donc c'est pas seulement un outil pédagogique, et ça permet des liens avec d'autres communautés éducatives, donc on peut avoir des échanges collège-collège, collège-lycée, collège-école, avec des solutions différentes, bien évidemment. Alors, je vais vous citer une phrase du rapport Studer d'octobre 2018. Vous trouverez tout en haut de la page 51. La compétence des collectivités territoriales concernant l'équipement des établissements scolaires a conduit à leur confier la responsabilité de la connexion Internet des établissements. C'est une chose que vous connaissez évidemment. Et celle des ENT, qui sont des éléments indispensables à toute utilisation pédagogique du numérique. Donc c'est le rapport Studer d'octobre 2018, c'est le rapport d'information sur l'école dans la société du numérique. Donc voici le plan que nous allons suivre. Et donc là, une petite vue pour résumer l'écosystème des ENT, pour faire très simple. Vous voyez bien sûr autres ENT que les échanges avec d'autres ENT qui doivent être rendus possibles, même si on a des solutions différentes. Vous voyez tout l'aspect fournisseur de services gare, et vous voyez tout l'aspect amont, avec l'aspect amont, A-M-O-N-T bien sûr, avec tout ce qui est système d'information en amont et tout ce qui est guichet. Donc c'est un outil structurant et ça évite, on pourrait dire, une balkanisation du paysage où les enseignants vont dans tous les sens chercher des outils partout. Donc ça structure le paysage. Donc l'écosystème, il évolue. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, l'ENT, vous voyez le grand rectangle, 3 types de services dans les ENT. Donc il y a ce qu'on appelle les services natifs, c'est ceux qui sont dans la solution, des applications métiers intégrées, par exemple une brique Moodle, et des services tiers connectés.
si vous voulez, la typologie des 3 types de services. Donc l'accès aux ressources via le GAR, Cécile en parlera tout à l'heure, et on parlera beaucoup des espaces de travail collaboratifs. Donc là, je vous disais, on parle actuellement beaucoup d'écoles de la confiance, et dans notre schéma directeur, on a défini ce qui s'appelle un cadre de confiance, le GAR permettant d'étendre ce cadre de confiance. Alors vous pouvez vous poser des questions. J'en profite pour vous dire que les ENT figurent dans le dernier rapport d'activité de la CNIL, un autre document intéressant à lire, pages 23 et 24. Alors vous pouvez vous demander avec le RGPD, est-ce que ça a changé des choses? Oui, ça a changé des choses, mais comme l'a dit notre DPD national, et comme l'ont dit les experts du ministère, notre schéma directeur demeure un référentiel en vue de la protection des données. Et donc, on a toujours un cadre de confiance opérationnel pour les ENT. Peut-être rajouter, mais Cécile précisera tout à l'heure, que la CNIL considère les finalités du GAR comme explicites et légitimes. Donc là, nous, on est dans une optique de confiance depuis le départ, on ne change pas, et on étend le cadre de confiance via le GAR. Alors d'abord, quelques cartes. Donc là, on est sur les écoles, c'est le nombre d'écoles où un ENT est déployé, c'est remonté grâce au réseau des DAN, merci aux DAN. On fait des enquêtes annuelles et on dresse des cartes, et ces cartes sont sur Eduscol. Donc ce n'est pas des mesures d'accès, ce n'est pas des solutions, ce n'est pas des projets marqués, c'est regardons où il y a des choses qui se font. Donc là, on a les écoles, c'est par département, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des grosses plaques bleues, et quand on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière ces plaques bleues, eh bien, il y a soit une coordination du rectorat, comme à Montpellier par exemple, où on a des structures de portage, dans d'autres cas, vous voyez la somme numérique tout en haut qui ressort. Sur 50 000 écoles à peu près en France, on en a 7 000 qui ont un ENT. Donc vous voyez, on en a beaucoup moins dans les écoles que dans les collèges et dans les lycées. On n'a pas du tout le même maillage territorial. Alors peut-être dire à ce moment-là qu'il y a une loi très importante, c'est la loi du 8 juillet 2013, qui a clarifié les responsabilités État-collectivité. Et le financement d'un ENT, c'est l'article 21 et 23 de la loi du 8 juillet 2013, ça relève de la collectivité. Donc on est entre l'État et les collectivités, qu'un financement collectivité. Les collectivités ayant également l'achat des équipements, le réseau, l'infogérance. On passe au collège, vous voyez que c'est nettement plus bleu. Pourquoi? Parce qu'on a des plaques plus fortes, et vous imaginez qu'on n'a pas de problème de structure de portage, de syndicats mixtes ou autre chose dans le second degré. On a des conseils départementaux avec toutes leurs forces de frappe, avec leur DSI, avec leurs services achats, etc., etc. D'ailleurs, les départements se groupent de plus en plus souvent avec les régions. Et là, on arrive à la carte région. Et encore un petit mot pour dire que les grandes régions qui sont nées de la fusion des anciennes régions ont toutes, relancé des marchés ENT. Alors là, j'ai mis quelques slogans. On a travaillé sur les retours d'expérience de mise en œuvre d'un projet. Et je vais surtout aller sur... Donc là, il y a des bonnes pratiques, bien évidemment, qui se cachent là derrière. Et je vais surtout aller sur celle-ci, pilotage pédagogique renforcé autour du projet ENT. Alors là, il y a une petite chose à... Il est toujours utile de regarder un petit peu dans le rétroviseur. Et j'ai exhumé un rapport de l'inspection générale de 2003, où à l'époque, il n'y avait pas de... les ENT commençaient tout juste. Et déjà, on s'était rendu compte qu'il fallait améliorer le pilotage à ce niveau-là. Parce que dans l'ENT, la complication, c'est qu'on n'a pas des usages obligatoires. Que des usages obligatoires comme relever les absences, les notes. On veut déployer des usages pédagogiques. Et ça, c'est beaucoup plus dur à mettre en place, des usages pédagogiques, des pratiques collaboratives, etc. Un professeur qui n'en mettait pas en œuvre précédemment, l'arrivée d'un ENT ne le fait pas forcément basculer vers des pratiques collaboratives, même s'il a l'outil. Il y a toutes sortes de facteurs extérieurs qui font qu'on ne peut pas avoir tous les usages qu'on désire
Et on peut même en venir à dire, tiens, il y a une modestie dans ce cas-là des usages pédagogiques. Donc le point très important, c'est le pilotage pédagogique renforcé autour du projet ENT. Donc l'intervention s'appelait Perspective, donc on donne un peu de perspective, on part de 2003 et on arrive à 2018, même 2019, et en 2018 on avait des ENT dans 7000 écoles, 5000 collèges et 2900 lycées. Donc évidemment les ENT ont des problèmes à certains endroits, mais on a peu d'exemples d'objets massifiés dans le numérique éducatif. Quand on regarde des objets où il y a des milliers d'établissements qui en disposent, il n'y en a pas 36 000. Et on regarde un petit peu les enjeux, donc il y a la structuration du paysage, il y a l'espace de confiance et il y a de la facilitation. J'en profite pour vous dire que le schéma directeur ne bride pas l'innovation. C'est un minimum que les collectivités peuvent hausser. Et donc, le marché qu'elles écrivent et qui va donner fourniture d'une solution, ce n'est pas un calque du schéma directeur du ministère. Elles peuvent évidemment monter des exigences selon leurs contraintes locales, spécificités, etc. Et donc on va retrouver quoi dans le schéma directeur? Des préconisations organisationnelles, fonctionnelles et techniques, et ça fournit les grandes orientations. Et donc le ministère peut peser sur l'offre. Là où il n'y a pas de schéma directeur, on arrive à des situations très compliquées aujourd'hui, où l'État se rend compte qu'il n'a plus aucune prise sur les outils, et quand il veut imposer un format ou un standard, c'est très compliqué. Donc on est là dans le cadre de l'école prescriptrice et pas dans le cadre de l'école adaptatrice. D'accord? Alors là, vous avez un petit historique très rapide des dernières versions. Donc en 2016, on refond totalement notre corpus qui est devenu un millefeuille. On reformule la définition, on actualise les enjeux, on réorganise l'architecture de référence. Donc en gros, on reprend tout. 2018, on commence à montrer la direction. Schéma directeur, ça montre la direction. La direction, c'est l'interopérabilité, on va en parler après. Mais l'interopérabilité, pas les mots. L'interopérabilité mise en œuvre. Par exemple, j'ai un ENT d'école solution A, j'ai un ENT de collège solution B, vont-ils pouvoir travailler ensemble dans le cadre de la continuité du cycle 3? Ça, c'est l'interopérabilité. Et ça parle à l'usager. Je suis un prof, je quitte une plaque régionale, je suis muté, j'arrive dans un autre projet, qu'est-ce que je peux récupérer de mon cahier de texte? Rien, un PDF, ou est-ce que je pourrais bientôt récupérer mes données et les réinjecter dans le nouveau cahier de texte? Ça parle à l'usager. Et donc nous, c'est la direction qu'on prend. Donc on a bien sûr les aspects juridiques. Donc on a fait encadrer le fait que des ENT puissent faire des échanges entre eux. Et puis on a pris en compte des éléments comme le RGPD, Règlement Général sur la protection des données, qui entre en vigueur le 25 mai 2018 et qui fait par exemple que vous devez inscrire dans votre registre des traitements le traitement ENT, qui fait aussi que les sous-traitants doivent être regardés plus finement dans le cadre des projets ENT. Nous acheminons, regardez tout en bas, vers de la standardisation. Standardisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas homogénéité des solutions, surtout pas, mais ça veut dire que des solutions différentes doivent pouvoir interopérer, petit 1. Je dois pouvoir récupérer des données d'une brique, d'une solution, et les injecter dans une autre solution. C'est vers cela qu'on se dirige. Et vous voyez aussi l'adaptative learning, mais encore, c'est très beau de dire l'adaptative learning, il faut le cadre juridique qui va derrière. Et donc tout le travail ne va pas être essentiellement technique, mais juridique. Alors c'est là que je vais tenter une opération. J'ai une carte heuristique qui ne se lit pas du tout depuis derrière, et donc je découvre qu'il y a une loupe qui fonctionne. Donc on s'est amusé à prendre la carte des services, un heuristique, et on a demandé à Educatis, à des gens de collectivité, à des enseignants,
à des gens de rectorat, etc., de nous donner leur avis sur les services qui sont proposés et qu'est-ce qui leur manque actuellement dans les services. Et donc on a fait cette petite carte là, et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que demande. On va aller là par exemple. Voilà, donc en évaluation, que demandent les enseignants? Des outils d'analyse, un lien parcours-évaluation, l'analyse de traces. Ça ne figure pas actuellement. Donc on a fait la liste de ce qui manque dans ce qui est proposé et de quoi ils ont besoin. Les collectivités, bien évidemment, qui financent, elles demandent un lien avec les briques de restauration scolaire, avec la gestion de stage, vous voyez, et donc on voit le portefeuille monétique, ça c'est une demande des collectivités. Donc nous on prend en compte leurs demandes et on fait rentrer dans la description des services ce que les usagers attendent, parce qu'évidemment il faut répondre à la demande des usagers. Alors je vous parlais tout à l'heure des apprentissages, et que peut-on répondre sur y a-t-il des apprentissages dans l'ENT? Donc là j'ai établi une petite matrice pour expliquer ce qu'on peut y faire. D'abord rappeler que les ENT ne se limitent pas à la seule sphère pédagogique. Le ministre les a cités récemment comme outils de lien avec les parents. Une autre chose qu'on peut dire, c'est que les usages, ça ne se décrète pas. D'ailleurs, c'est comme la confiance, ça ne se décrète pas. Les usages dépendent de tout un contexte. Et après, évidemment, on veut favoriser les apprentissages des élèves grâce à la mise à disposition d'un espace numérique. Et on veut inciter les élèves à s'appuyer sur l'ENT dans le cadre de leurs apprentissages. Donc évidemment, on a différents types de services, mais vous les connaissez, parcours pédagogique, etc., toutes sortes, le cahier texte aussi, qui permet des apprentissages et qui est un outil éminemment pédagogique. On en arrive à l'interopérabilité. Je vous laisse découvrir la première bulle, qui est la cible idéale que tout le monde voudrait atteindre. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité complète. Vous quittez un ENT, vous allez sur un autre, et vous pouvez réinjecter vos données. Ça serait vraiment magique. Ils peuvent échanger, etc. Et on aurait des formats pivots standards. C'est notre rêve. Sauf que d'y aller, il y a un petit chemin à emprunter. Et nous, comme nous sommes des gens plutôt pragmatiques, nous avons choisi de partir sur des recommandations concrètes en montrant le chemin aux éditeurs intégrateurs de l'ENT et en disant « voici la voie à suivre ». C'est à cela que sert un schéma directeur. Alors, en termes de travail collaboratif, que leur a-t-on susurré? Les ENT devraient ouvrir des espaces collaboratifs à d'autres ENT sur la base d'une convention ou d'un partenariat préalable. Donc j'ai une école qui a un ENT, j'ai un collège, par exemple, l'ENT du collège expose pour l'école un groupe de travail collaboratif. Et les élèves de l'école peuvent aller dedans. Vice-versa, ça peut être le contraire, bien évidemment. Portabilité des données, c'est quelque chose que vous allez entendre de plus en plus. Portabilité des données, là on a mis une recommandation de mise à disposition d'une fonctionnalité d'import-export dans des formats au moins réimportables. Nous recommandons aussi des formats de données standards reconnus et éprouvés lorsqu'ils existent. Et dans certains cas, ça existe. Alors si on n'a pas de format standard, on prend au moins un format ouvert, structuré et documenté, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Alors quand on demande aux usagers, imaginez que vous avez un groupe de travail, que voudriez-vous dans votre groupe de travail, ce groupe qui serait exposé du collège vers l'école par exemple? Ils disent en 1, je voudrais forum, blog, agenda et stockage partagé. Donc on a fait ça en allant dans différentes académies, en entendant des dizaines de personnes, et on n'a pas forcément écouté que les éditeurs, bien évidemment. En 2, ils disent on voudrait une messagerie instantanée, des suites bureautiques, une frise chronologique, carte mentale. Donc vous imaginez des cartes heuritiques collaboratives, par exemple, là-dedans. Et en 3, vous avez le reste. Alors, une petite diapositive compliquée, mais qu'il faut expliquer simplement. Donc
là, vous avez dans la colonne des services qui ont été priorisés par les usagers. Là, vous avez où on en est actuellement, sous il y a les petits losanges, et vous voyez qu'on est seulement dans l'ordre du peut. Quand on fait des exigences, des recommandations, il y a un système, on fait du peut, du devrais ou du doit. D'accord? Quand c'est doit, la solution doit le faire. Si c'est peu, elle peut le faire. Mais si c'est peu, la collectivité qui écrit le marché peut dire « moi, ce peu, je veux que ça soit un doigt ». DOIT. Donc actuellement, vous voyez qu'on a commencé gentiment, et l'objectif, c'est d'aller vers là. On indique la direction. Et donc actuellement, on demande des formats ouverts, structurés, documentés. À terme, on veut aller vers des formats standards pivots. Donc évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, mais si on veut faire interopérer, réinjecter des données, on est obligé de prendre ce petit chemin. Et c'est là que je passe la parole à ma collègue. Ah bon? Alors, moi, je voulais juste terminer en vous parlant d'un sujet qu'on a beaucoup évoqué hier dans le groupe de travail ENT, Observatoire des ENT. Un sujet forcément qui vous préoccupe dans votre académie, c'est l'interopérabilité. Dans la mesure où vous avez un ENT qui est collège-lycée, mais qui ne couvre pas le premier degré. Donc après, il y a différentes solutions qui ont été utilisées selon les territoires. Il y a des gens qui ont dit, écoutez, le plus simple pour régler l'interopérabilité, c'est de prendre la même solution partout. Alors ça, c'est pas forcément des choix qui ravissent les gens du premier degré notamment, parce qu'ils ne se retrouvent pas forcément dans les solutions qui sont plutôt orientées second degré. Donc ça a été des choix qui ont été faits dans certains territoires. Après, il y a eu des choix qui ont été faits et qui pour nous sont très intéressants parce que comme nous, notre idée, c'est pas d'uniformiser partout et que tout le monde ait exactement la même solution, c'est de pouvoir avoir différentes solutions ENT et que ces solutions ENT soient interopérables et qu'on puisse ouvrir des espaces collaboratifs, comme l'a dit Christian tout à l'heure, qui puissent être partagés avec des services partagés dans lesquels on peut produire ensemble des choses entre les deux ENT. Voilà, donc ça c'était le premier point qu'on a évoqué dans le groupe de travail. Le deuxième point ensuite, en termes d'interopérabilité, pour ceux qui ont vécu mon bureau numérique cette année et qui avait aussi la solution précédente l'année dernière, avec la mise en place du GAR, c'est-à-dire proposer un accès aux ressources qui soit simple et qui permette donc cette interopérabilité avec un fonctionnement des ressources qui soit possible. Et puis enfin, une troisième dimension de l'interopérabilité qui est extrêmement importante également, vers lequel on commence doucement à aller, c'est l'authentification, c'est-à-dire d'avoir une identité numérique qui soit commune, quel que soit le service numérique. Donc vous l'avez vécu pour ceux du second degré un petit peu l'année dernière, pas forcément encore de façon satisfaisante, avec l'authentification qui a été mise en place, commune entre les services en ligne de l'éducation nationale et les ENT. Donc ça, c'est quelque chose sur... tu es sur la partie gare. Alors, en ce qui concerne la partie... Attends, là, je ne sais plus où on en est, là. Alors, interopérabilité, oui, merci. Deuxième, merci. Alors, sur les principes généraux du GAR, j'ai mis quelques éléments. Alors, pour ceux du second degré, c'est peut-être pas la peine que je reprenne les éléments. Pour ceux du premier degré, parce qu'on commence à accrocher des projets du premier degré. Donc, simplification de l'accès aux ressources numériques, je l'ai dit. Ce qui est important aussi, c'était qu'on offre non seulement un cadre technique qui simplifiait, mais surtout également un cadre juridique. Avec l'arrivée du RGPD, c'était vraiment quelque chose d'important, qu'on puisse assurer aux établissements, aux utilisateurs pour lesquels on envoie des données qui peuvent être parfois assez importantes, des données à caractère personnel, que les fournisseurs de ressources qui vont recevoir ces données
vont les utiliser dans une finalité qui est, comment dirais-je, surveillée par le ministère, qui est vérifiée par le ministère, qui ne vont pas ensuite utiliser ces données à d'autres finalités, que ces données sont proportionnelles au service, et la responsabilité est portée par le ministère. C'est-à-dire que ça décharge complètement les établissements, quand les ressources sont distribuées par le GAR, de cette responsabilité. Deuxième partie, donc le respect du RGPD, qui est effectivement la conséquence. Et puis le cadre de confiance, donc on étendait le cadre de confiance qui existait avec les ENT, avec le GAR. Donc, bon, rapidement, voilà ce que ça donne. Du côté de l'usager, élèves et enseignants pour l'instant, la cible est bien évidemment de l'étendre au personnel, à l'ensemble des personnels des établissements. On a essayé de traiter surtout ce qui nous paraissait être le besoin le plus pressant. Donc, l'usager se connecte à son ENT. Il a donc une présentation des ressources qui lui est offerte dans un espace qui est le médiacentre, mais on peut très bien imaginer qu'il y a un lien de la ressource qui soit posé dans un autre service de l'ENT, un cahier de texte, etc. Ensuite, il accède en cliquant sur ce lien, sans s'en rendre compte, il passe par le GAR, et le GAR assure en fait l'envoi des données à caractère personnel de façon proportionnelle au fournisseur de ressources, sans que le fournisseur de ressources puisse lier les différents identifiants qu'il reçoit. Il reçoit un identifiant différent par ressource. S'il a besoin de lier ces identifiants, il y a cette fameuse ressource mère de famille dont a parlé Alain Sozanski tout à l'heure, qui permet d'avoir un identifiant technique qui permet d'offrir des services de bibliothèque, par exemple, un certain nombre de services qui sont offerts par les fournisseurs de ressources. Juste un petit état des lieux du déploiement du GAR actuellement. Donc les zones colorées correspondent aux académies dans lesquelles il y a des projets qui sont en accrochage, qui sont déjà accrochés en production. Les zones grisées sont des projets qui sont en cours d'accrochage. Et on a des zones qui sont avec des petites étoiles qui correspondent au premier degré, qui sont en train de réaliser des accrochages actuels. Donc on en a deux. On a l'Académie de Montpellier parce qu'il y avait un projet important qui couvrait l'ensemble de l'académie. Et on a aussi, même si on ne l'a pas mis sur la carte, un projet intéressant aussi, qui était un projet commun premier et second degré, parce qu'on en a quelques-uns, qui est la ville de Paris, donc qui va démarrer ses accrochages premier degré. Elle vient de terminer ses accrochages second degré. Bon, on vous laissera les diapos, vous aurez le nombre d'établissements. En termes de ressources, maintenant on commence à avoir un panel de ressources intéressant. Il y a plus de 8000 ressources qui sont distribuées par le GAR. Donc avec évidemment les accrochages d'un certain nombre de ressources publiques, les BRNE, les ressources EduTech qui s'accrochent petit à petit, et puis les ressources payantes qui peuvent être acquises par les établissements. Donc en ce qui concerne le cadre juridique, bon, j'ai redonné quelques éléments importants que j'ai un peu développés tout à l'heure. Les titres sont édités par un fournisseur de ressources qui a adhéré au GAR, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des accords contractuels qui sont réalisés entre un éditeur qui souhaite rentrer dans le GAR, qui s'engage sur un certain nombre de contraintes. Pas d'autres demandes de données à caractère personnel, pas d'attribution d'identifiants en dehors du cadre du GAR, ne pas envoyer vers des liens externes qui demandent des données à caractère personnel. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les attributs ne sont pas utilisés à d'autres fins que celle qui a été indiquée au préalable. Un dernier petit mot sur l'authentification des ENT. Alors là, ce sont des choses qui débutent dans le premier degré. Vous avez dû en entendre parler dans votre académie avec la consultation du LSU premier degré. Donc ça, c'est notre premier pas vers ce guichet national. L'objectif, c'est de pouvoir distribuer une identité numérique unique, aussi bien pour le responsable que pour l'élève. Tu peux peut-être passer à la diapo suivante. Donc ce qui va changer pour les élèves et leurs responsables,
donc une authentification unique sur l'ensemble des services numériques offerts dans le cadre scolaire. Donc ça, on n'y est pas encore tout à fait. Ce qui va avoir lieu au cours de l'année, à partir de la rentrée scolaire prochaine, c'est qu'on va commencer à étendre cette notion d'authentification unique à l'ensemble des ENT. Donc là, actuellement, il y a une identité numérique multiple, on va dire, pour les responsables au niveau académique. De cette identité multiple et responsable, on va passer à une identité numérique unique sur le plan national. Un parent qui a des enfants dans le premier et dans le second degré aura une seule identité. Il y a également un principe important, c'est le choix du parent. C'est le parent qui choisira de se créer son compte. C'est plus les chefs d'établissement qui iront courir après les parents, distribuer les comptes, faire du dépannage, enfin tout ce que certains ont pu vivre dans les établissements avec la mise en place du guichet Athènes. Pour l'élève, donc pareil, une seule identité numérique quand il passera du premier au second degré, même s'il déménage, etc. Alors en termes d'authentification, forcément, à partir du moment où on sait qu'on va aller vers cette cible, on a prévu la mise en place progressive. Donc depuis la version 6.2, on prévoit cette délégation d'authentification, ce qui veut dire que les ENT qui répondent à des marchés doivent mettre en place cette authentification. Pour les projets existants, on va les accrocher au fur et à mesure. Et dans une prochaine version, alors là c'est un peu plus technique, on va proposer un nouveau vecteur d'identité technique qui permettra justement également à l'ENT de pouvoir réconcilier les différentes identités numériques des parents qu'il reçoit par l'alimentation qu'on lui envoie. Voilà. On va essayer de ne pas épuiser votre patience. Donc, dernière diapositive. Donc, en fait, la remise en cause ne nous fait pas peur et on va réinterroger le modèle actuel dans différentes dimensions. On a bien vu que le contexte avait évolué, qu'il y a des choses comme des learning analytics qui sont arrivées, qu'on a des demandes sur la collecte, l'analyse des traces d'apprentissage, mais bien souvent, l'obstacle n'est pas technique, il est bien souvent juridique. Il faut bien encadrer les choses. Donc à cette fin, on est en train d'identifier et on va approfondir des pistes d'évolution. On a notamment un cycle d'évolution qui va commencer avec une journée de brainstorming bientôt avec différents acteurs de tous côtés, collectivités, chargés de mission, DAN, DSI, de collectivités, d'académies. Et on va interroger ces différentes bulles pour prendre le pouls des gens et leur dire c'est au niveau de l'ergonomie que vous attendez des choses, c'est au niveau de l'expérience utilisateur, c'est au niveau du collaboratif, c'est au niveau d'une plus grande ouverture. Et une fois qu'on aura fait ça, on répondra mieux, espère-t-on, aux besoins des usagers.